Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel on va aborder pas mal de sujets. Cette vidéo, en fait, je me suis dit je vais la faire parce que j'étais en train de regarder pas mal de points économiques. Il y a la Banque Centrale Européenne qui va parler des taux, il y a le pétrole qui est en train de baisser, l'euro-dollar qui est en train de s'apprécier parce que le dollar est en train de baisser face aux autres monnaies. On a des chiffres sur l'inflation et au final aussi on a eu de la peur sur les marchés, on a eu une baisse et personnellement, clairement j'ai acheté la baisse et je vais continuer à acheter parce que justement pour moi, il ne faut pas non plus trop paniquer sur le court terme, j'en parle souvent sur la chaîne. Et donc on va un petit peu revenir sur tout ça. J'ai pas mal de sujets à traiter, ça va être une vidéo à la cool. J'ai déjà ouvert les onglets et je vais avancer dedans au fur et à mesure. Et je vous parlerai aussi un petit peu de beaucoup d'opportunités que je vois en ce moment. On ne peut pas tout acheter certes, mais il y a beaucoup de titres dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et on va repasser un petit peu dessus. Mais avant, petite intro mindset. Comme vous le voyez, il y a des peurs sur le marché. Les impôts, enfin les taxes douanières aux États-Unis qui sont en train d'être mises et puis encore enlevées, elles sont annoncées un jour, elles sont enlevées le lendemain, il y a les boycotts, bla 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 bla, il y a des peurs de partout. Oh mon Dieu, on fait quoi? On vend tout. Et là, je voudrais un petit peu revenir en arrière et vous dire une chose. Lorsque les actions montent, beaucoup d'investisseurs prient pour une baisse parce qu'on ne peut plus rien acheter, c'est la fin du monde, il n'y a plus rien à acheter, tout est trop cher. Et lorsque les marchés corrigent, bien souvent, ça bloque, ça ne peut pas acheter, on va attendre la baisse du siècle qui va arriver, c'est certain. On commence à philosopher et à contempler la vie. C'était le petit instant réflexion et j'aimerais un petit peu qu'on relativise nos achats d'avant 2024, avant l'énorme hausse qu'on vient d'avoir. Et bien clairement, je pense qu'on ne regrette pas. Et à l'époque, il y avait plein de peurs. Et je pense qu'on ne regrettera pas aujourd'hui les bonnes affaires qu'on achète en ce moment. Ou un autre exemple encore, et j'en parle parce qu'on va parler des taux d'intérêt juste après, l'immobilier. Je suis très content d'avoir acheté de l'immobilier au plus haut d'un point de vue des taux. J'ai acheté, je crois, pas loin de 5% avec l'assurance au niveau des taux. Aujourd'hui, si je renégocie les taux, je perdrais déjà 2%. Et mes vidéos qui avaient fait très peu de vues à l'époque, bon, en même temps, on parle de bourse ici, donc l'immobilier, je sais que ça fait pas de vues, mais au final, je suis très content d'avoir acheté au pire moment d'un point de vue des taux parce que j'ai pu négocier énormément. J'ai mis 9 mois à trouver le bien, mais j'ai fait une affaire avec une grosse décote et il y avait clairement des deals à prendre. Aujourd'hui, le marché est toujours dans le mal, il y a peut-être toujours des opportunités. Et quand je vois ce que je disais sur les taux à l'époque, je pense que c'était le bon moment pour acheter et j'ai aucun regret. Justement, en parlant des taux, je voulais vous montrer ce graphique qui est extrêmement intéressant. Parce que là, vous allez voir à quel point les marchés sont perdus et sont très émotionnels. Vous avez ici les prévisions des taux de la Banque centrale américaine par les marchés, donc les prévisions de ce qu'ils vont faire à la hausse ou à la baisse, et je nous ai mis pour décembre 2025, donc fin d'année. Et c'est les prévisions dans le temps, comment elles évoluent. Donc si vous prenez les prévisions, il y a globalement 2 mois, donc début de l'année, les marchés pensaient qu'on aurait une baisse des taux d'un point de vue de la probabilité à 40,31% à gauche sur mon écran. Vous allez 2 mois plus tard, et maintenant les marchés sont en train de nous dire qu'on aura probablement 2 baisses de taux en plus que la seule baisse de taux qu'ils prévoyaient 2 mois avant. Donc en 2 mois, les marchés ne savent plus du tout où ils sont, c'est de l'émotionnel. Ah, finalement, on aura 3 baisses des taux, alors qu'il y a 2 mois, on n'en aurait qu'une. Il faut arrêter de penser court terme sur le long terme. J'ai déjà donné mon avis. Les baisses des taux vont arriver. On en a déjà eu plusieurs en Europe, plusieurs aux États-Unis. Ça fait des années que je le dis. Et pour moi, il n'y a pas d'alternative. Ils vont continuer à détruire la monnaie. Je le répéterai jamais assez. Maintenant, quelques raisons qui font que pour moi, la Banque Centrale Européenne qui va annoncer aujourd'hui si elle baisse ou pas les taux, ils devraient normalement l'annoncer aujourd'hui. Et pour moi, il n'y a aucun suspense. Ils avaient déjà encore baissé le 5 février. Et je pense qu'ils vont encore baisser. Notamment, le prix du pétrole est en train de baisser. Et j'en parlerai plus tard sur les indices. Il y a quelque chose qui justement me fait préparer le Nasdaq au S&P 500 depuis longtemps. J'en ai déjà plusieurs fois parlé sur la chaîne. Et notamment, les entreprises dans le pétrole en font partie, dans l'énergie aussi, parce que je pense que les coûts de l'énergie vont baisser sur le long terme pour plein de raisons. Et de la même façon, j'ai aussi peur sur les banques, on en parlera aussi, mais c'est justement à cause des taux d'intérêt. Et le S&P 500 est plein de banques et de pétrolières, et un petit peu moins dans le Nasdaq. C'était une aparté, mais on y reviendra plus tard. Donc clairement, quand je vois le prix du pétrole qui s'écroule, j'ai aucun doute que ça va influencer dans le bon sens pour la baisse des taux en Europe. Il y a d'autres raisons beaucoup plus fortes. Quand je vois le DXY, donc le dollar face à un panier d'autres monnaies, il est en train de baisser. Et l'euro est donc en train de monter face au dollar. Ça aussi, c'est très bon pour combattre l'inflation. Inflation qui aux États-Unis est en chute libre. Là, si vous prenez Trueflation, qui est un site que j'utilise, qui a historiquement été assez précis pour prévoir l'inflation, alors que les données données officiellement par les organismes étatiques, c'est souvent avec un décalage. De la même façon, en Europe, l'inflation, bon, on avait eu une baisse, là, on serait légèrement reparti, mais sur le long terme, de toute façon, même si on reste entre 2 et 3%, ça ne me choque pas. Moi, j'ai bien plus peur, je vous l'ai déjà dit, de la déflation et les États ne le laisseront jamais arriver. Donc, quand je
je regarde l'euro qui est en train de remonter, le pétrole qui baisse, et qu'on me demande où est-ce que vont aller les taux de la Banque centrale aujourd'hui et demain du coup par rapport à quand je vous fais cette vidéo, bah clairement je pense que ça va baisser. C'est que mon avis, j'aurais peut-être tort, ce serait une surprise, mais ça fait des mois et des années que je dis que la baisse des taux va être enclenchée, et si on retourne voir les chiffres, écoutez, eh ben ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et il y aura une nouvelle ligne, et je vais vous dire encore, à mon avis, ça baisse. Donc oui, dans les médias, peur de l'inflation, les taxes douanières, les tarifs, bla bla bla. Au final, si vous regardez la bourse depuis plusieurs années, on regardera les indices après, d'ailleurs on peut le faire maintenant, et bien regardez la hausse qu'on a eue. Donc il y a un moment, on va arrêter de trop regarder le court terme, parce que sinon on va acheter au plus haut et vendre au plus bas, et ça va pas très bien se passer. Ah, j'aime bien faire ce genre de vidéo avec un petit peu de sarcasme, ça fait jamais de mal. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tout simplement ils vont baisser les taux et continuer à imprimer énormément. Une des raisons, c'est parce que les déficits publics sont impressionnants, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qu'au Royaume-Uni. Aux États-Unis, ils essaient de les réduire actuellement avec la nouvelle administration. Pour l'instant, c'est pas fait, on verra ce que ça donne. Et les dettes des États, la direction est claire. Et je vous parle des dettes des États ici parce que je vais vous montrer quelque chose. Les taux des obligations. Aux États-Unis, si je vous la mets depuis 5 ans, on est pratiquement sur des plus hauts historiques. Donc ça va coûter cher de refinancer la dette. Et les taux réels montent alors que les taux des banques centrales sont en train de baisser. Donc encore une fois, ils vont devoir mettre des actions en place massives parce qu'ils vont devoir faire rouler cette dette. Ils ne sont pas capables de la rembourser. On est en déficit, donc on continue à générer de la dette. Si je vous amène sur le 10 ans, l'OAT, de la même façon, taux historiquement haut sur 5 ans. Il va falloir faire rouler la dette. On est en déficit. Je peux continuer l'histoire. Même l'Allemagne, si je vous mets sur 5 ans, c'est en train de monter. Donc encore une fois, on est dans une situation où ils sont en train de baisser les taux. Il y a des bruits comme quoi la Fed ne baisserait pas les taux cette année, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Je peux avoir tort, l'avenir nous le dira, mais moi, je suis persuadé qu'ils vont baisser les taux. C'est mon argent que j'investis, vous ferez votre propre opinion, je ne vous donne aucun conseil dans cette vidéo. Le coût de l'énergie est en train de baisser, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y en a qui nous annonçaient le pétrole à 200 $, je l'attends toujours. Moi, à mon avis, le pétrole, il va plus aller à 50 $ qu'à 200 $, parce que la demande, elle va baisser et la production, elle est en train de monter. D'ailleurs, vous irez voir les derniers résultats de Saudi Aramco, ça fait mal. Et de toute façon, on est en déficit, donc il va falloir faire rouler la dette. On a des ralentissements économiques et donc il va certainement falloir aussi baisser les taux et imprimer parce qu'à un moment, la récession, on va se la prendre et on sait très bien ce qu'ils font quand il y aura une récession. Bref, autant de raisons qui me font vous dire, est-ce que je vais rester en cash? Bien évidemment que non. Est-ce que je vends pratiquement au point haut? Ben non. D'ailleurs, vous voyez, on me dit tout le temps, faut vendre, ça va baisser. Mais on n'en sait rien. Et d'ailleurs, regardez ici, mars 2020, la baisse catastrophique, là, on la voit même pas. Elle a disparu. Donc il est hors de question que je vende. Je continue à acheter des actifs et je suis en train d'acheter la baisse. Je vous en parlerai d'ailleurs juste après toutes les opportunités que je vois. Que ce soit ETF, actions, proxy crypto, dans le médical, dans la tech, je vois beaucoup de dossiers et tous mes achats ont d'ailleurs été traités en vidéo. C'est vrai que souvent j'hésite à le faire car je sais que ça peut copier, évidemment que ça copie un peu, mais jusqu'à ce jour je continue quand même à partager mes analyses, etc. Mais j'essaie aussi de pousser tout le monde à faire leurs propres analyses et prendre leurs propres décisions parce que je pense que c'est le plus important. Parce que le jour où on se prend vraiment un moins 20%, moins 30%, c'est là qu'il faudra être fort et ne pas paniquer. Je voulais aussi mettre en contraste ce que nous disent les médias, les peurs sur les taux, la Fed ne va pas les baisser, l'inflation est de retour, etc. Et ce que pensent les marchés. Là, vous avez les prévisions des marchés sur la direction des taux en Europe à la fin de l'année, là en octobre. Eh bien, pour eux, il va encore avoir plusieurs baisses. Et si je vous emmène voir les prévisions pour les marchés, enfin pour les taux américains, pardon, de la même façon, on peut aller les regarder ensemble. Et si je nous mets en fin d'année, les marchés prévoient aussi bien évidemment des baisses. Donc vous avez la peur, les médias, ce que personnellement j'utilise à cause de YouTube, il faut bien que je vous le montre ce qui est dit, le narratif en ce moment, parce que je sais que ça fait peur, je les vois les messages et les commentaires. Mais après vous avez la réalité sur le terrain, et la réalité sur le terrain, c'est ce qu'a fait les indices depuis le long terme. Voilà, vous avez le graphique. Je voulais revenir aussi S&P 500 contre Nasdaq, et notamment la composition du S&P 500. J'ai rien contre le S&P 500 et je suis persuadé que sur le long terme, il s'en sortira très bien. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dedans qui ne me plaisent pas tant que ça, même dans le top du panier, j'en ai déjà parlé, aussi bien l'énergie, les systèmes de paiement, les banques, là vous avez la liste, vous comprendrez de ce dont je parle, même certains business dans la santé, les pharmacies, les assurances, etc. J'aime pas du tout les assurances non plus, j'en ai déjà parlé. Donc j'ai quand même une légère tendance à préférer le Nasdaq et je tenais à vous le dire ici. Maintenant, pour ce qui est de trouver des opportunités, parce que c'est marrant, vous avez un double discours. D'un côté, on dit les marchés sont au plus haut, il n'y a plus à faire, c'est la catastrophe. Et d'un autre côté, vous avez des titres qui baissent très fortement et il y a des opportunités, mais aussi des pièges. D'ailleurs,
Le premier endroit où vous pouvez aller pour comprendre un petit peu mon avis, eh ben, c'est les vidéos. Je fais beaucoup de vidéos. Je fais des actions françaises où je vois des gros pièges et j'essaie de porter l'attention en disant, entre guillemets, moi personnellement, j'irai pas, chacun fait ce qu'il veut, mais faites gaffe. Là, je vous avais fait Forvia, je vous ai fait Carrefour, je vous ai fait Kering. Kering, c'est à double tranchant, c'est une entreprise, par exemple, qui peut avoir un turnaround. Donc, des fois, j'ai des dossiers qui sont mitigés où je dis, il y a peut-être un truc à faire. J'ai aussi des dossiers sur lesquels je suis très positif. Il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé des courtiers dans cette vidéo là qui est sortie il y a 7 jours. Je vous ai souvent parlé de IM, je vous avais aussi parlé d'entreprises qui ont des difficultés en ce moment, pourquoi je les conserve ou pas. Vous avez Enphase, c'est celui-ci. Je vous ai parlé de Novo Nordisk, une très très belle entreprise européenne. Bref, on va pas passer toutes les entreprises ici, mais je traite beaucoup de titres et je vois des opportunités malgré que les marchés soient au plus haut et malgré la panique générale que ça y est, le crack arrive parce que l'inflation est de retour. Alors cette vidéo, je dis beaucoup de choses, elle est complètement décousue, je suis désolé, mais ça vient du cœur parce qu'au final, de ce que je vous fais depuis tout à l'heure, c'est un mélange de rationnel, regardez les chiffres, regardez l'inflation, regardez le prix du pétrole, regardez ce que font les banques centrales par rapport à ce que disent les médias, et ça c'est pour combattre l'émotionnel, et d'un autre côté je sais que l'émotionnel est là, et ça peut avoir envie de faire des grosses bêtises et de tout vendre. Je vais un petit peu parler d'entreprise avec vous aussi, vous parler de volatilité. Regardez Tesla ici. Personnellement, vous savez que pendant très longtemps, j'ai refusé de l'acheter au-delà des 200 $ et j'ai un prix de revient unitaire en dessous de ça et j'ai aussi des options d'achat. Aujourd'hui, on est toujours à la hausse largement. Moi, je crois que j'ai un prix de revient unitaire dans les 170, 175. Donc voilà, je suis à plus de 60% de gain de souvenirs dessus. Mais d'un autre côté, regardez la volatilité monstrueuse qu'on a eue. On était à presque un fois 2,5 et aujourd'hui on n'est plus qu'à un plus 60%, en tout cas je parle ici de ma position. Et il y a beaucoup de volatilité. Maintenant, il y a un moment, eh ben, on peut acheter au plus haut et vendre au plus bas. D'ailleurs, c'est marrant parce que on voit souvent les messages, les médias, etc. Surtout les médias d'ailleurs. Quand Tesla est à 480 $, vous avez les articles du style est-ce qu'il faut continuer à acheter, est-ce que ça va aller vers les étoiles? Et quand on est à 270, tous les articles disent c'est la fin du monde et vous voyez Tesla ci, Tesla ça, c'est la fin du monde. La même sur IMS. Quand IMS est à 70 $, tout ce qu'on voit, les médias, les articles, etc., c'est est-ce que IMS va aller à 100 $ alors qu'elle est à 70 $ et qu'elle vient de faire une appréciation absolument phénoménale. Si vous prenez par rapport où elle était il y a 2 ans au niveau des 7-8 $, on était sur pratiquement un fois 10. Et par contre, maintenant qu'elle a recorrigé de combien, on va se le faire en direct, de 40%, eh bien les articles, c'est plus du tout est-ce que IMS va aller vers le ciel, c'est est-ce que IMS va redescendre à 10 $, le GLP-1, la peur sur les médicaments contre l'obésité, l'entreprise est finie. Il y a un moment, on va être rationnel, en tout cas c'est ma vision des choses, on a un prix auquel on est prêt à la payer, on l'achète, et moi personnellement, vous voyez qu'à l'époque je voulais la payer sous les 8 $, et aujourd'hui je conserve ma position, et si elle vient retoucher un prix qui m'intéresse, clairement je continuerai à l'acheter. Et je vous ai mis une petite liste là sur mon deuxième écran de pas mal d'entreprises dont je vous ai parlé récemment qui sont intéressantes. Amazon, pareil, c'est un business, je ne l'ai pas acheté à l'époque, je m'en mords les doigts au niveau des 150 $. Aujourd'hui je suis certainement prêt à la payer plus, et si elle vient corriger, eh ben, je pense que c'est un très beau business sur le long terme. Et je sais que certains sont déjà rentrés dessus, et votre analyse vous dit d'y aller, bravo à vous. Pareil, je vous avais parlé de nu, alors de façon générale aussi, je tiens à vous le dire, c'est très difficile de tout acheter. Comment je vais justifier que j'aime mon entreprise numéro 1 dans le portefeuille autant que mon entreprise numéro 19 ou 22 ou 24? Je ne peux pas avoir 30 actions en portefeuille, sinon autant avoir un ETF. Donc je vous présente plein de belles entreprises, elles n'iront pas tous en portefeuille parce que je vais choisir celles que j'estime les meilleures par rapport à mon profil et à mes analyses, mais vous avez beaucoup de beaux business que je vous invite tous à analyser s'ils vous intéressent et vous prendrez vos propres décisions au final. On avait parlé aussi hors des États-Unis, parce que souvent on me dit t'es qu'aux États-Unis, donc là je vous montre 2 entreprises hors des États-Unis, vous avez Nu Holding et Mercado Libre. Pareil, les chiffres ils sont impressionnants. Après, est-ce que je la mettrai en portefeuille? Un jour, je vous le dis, Mehdi, je ne l'ai pas mis en portefeuille parce que je vois d'autres achats à faire en ce moment. On a déjà parlé de IMS que j'achetais à l'époque. À 40 $, je ne la prends pas. Par contre, je pense qu'on est vraiment pas loin d'un prix qui m'intéresse d'après mes chiffres. Je continue ma liste. Celsius, ben là, typiquement, ça va être la volatilité. Quand elle est en train de baisser, eh bien, je reçois beaucoup de messages de peur, etc. Je ne peux pas faire des vidéos à chaque fois qu'une entreprise baisse, mais mes tests d'investissement n'ont pas changé. Retournez voir les vidéos sur la chaîne. Et si un jour mes tests d'investissement changent, je vous en parlerai. Quand j'ai une entreprise qui me déçoit, je n'hésite pas à en parler sur la chaîne YouTube. On va continuer, mais je ne vais pas faire toute la vidéo comme ça. Vous avez Google, vous savez que
que Google, je voulais vraiment l'acheter à l'époque et on l'a beaucoup acheté quand personne n'en voulait, quand Google était mort parce que ChatGPT allait les tuer, c'est sûr. Aujourd'hui, moi, j'utilise même plus ChatGPT. Il y a des IA que je préfère largement, notamment Grok et Gemini, qui est excellent, je trouve. Alors que ChatGPT, leurs modèles qui sont gratuits, ils sont pour moi moins bons. C'est un avis, mais quand je les utilise, je suis déçu. Donc, Google est mort au fait. ChatGPT les a tués. Vous irez voir le cours de l'action. On l'a payé 100 $ à l'époque. Elle était montée à plus de 200. C'était il y a 2 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin bref, et puis je peux continuer. Voilà, par exemple, une entreprise que j'apprécie beaucoup. Et là, elle est en train de corriger. On a de la volatilité. Et si elle revient sur des niveaux intéressants, pourquoi pas s'y intéresser, etc., etc., etc. Cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais je voulais vraiment revenir sur tous ces points. Et l'objectif de cette vidéo, c'était de vous dire, vous avez les médias, vous avez la volatilité court terme, vous avez la peur, et d'un autre côté, vous avez le rationnel. Vous forgez une opinion sur où on va aller dans le futur, d'un point de vue de l'économie, de ce qu'ils vont faire avec les monnaies, de quels actifs vous devez avoir en portefeuille, et du rationnel. Il y a énormément de belles entreprises, pareil, des belles entreprises pour le PEA, j'en ai encore fait il n'y a pas longtemps, des très belles boîtes que j'ai traitées. Chacun trouvera ce qui lui correspondra avec son profil, et honnêtement, il y a beaucoup de belles boîtes. Mais au final, la conclusion de cette vidéo, c'est soyons rationnels. Je vais relire ce qu'on s'est dit tout à l'heure pour conclure cette vidéo. Lorsque les actions montent, beaucoup d'investisseurs prient pour une baisse et lorsque les marchés corrigent, bien souvent, ça bloque, on ne veut plus acheter, on attend la baisse du siècle qui arrive. Il y en a qui attendent la baisse du siècle depuis mars 2020. Allez voir où sont les graphiques depuis les fonds de mars 2020, regardez où on en est maintenant. Et il y en a qui attendent encore. Bref, il y a un moment philosopher et contempler, c'est normal quand ça baisse, mais il faut aussi être rationnel et passer à l'action. Et d'ailleurs, je l'ai souvent dit, je le dirai encore. Vous avez la technique, vous avez l'analyse. C'est très important de savoir ce qu'on achète et pourquoi et de le noter pour apprendre dans le temps et savoir pourquoi on a fait les choses. Mais la réalité, c'est que l'investissement, c'est avant tout de la psychologie, c'est avant tout de la gestion de ses émotions et c'est là qu'on fera la différence entre les personnes qui vont acheter les points hauts et vendre les points bas et ceux qui dans le temps vont réussir. Donc n'hésitez pas à en revenir aux fondamentaux. Ici je vous partage seulement ma vision des choses, mais je suis persuadé que sur le long terme, on réussira si on reste rationnel et qu'on combat ses émotions. Bon, c'était une longue vidéo, moi qui pensais qu'elle ferait que 5 minutes, clairement j'avais tort et c'est pas grave, j'avais plein de choses à dire et je pense que c'était important de faire beaucoup de tangentes. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail tout en allant beaucoup plus loin dans leur apprentissage sur la bourse et les finances personnelles et qui souhaitent nous rejoindre dans le programme, qui contient donc toute la formation vidéo qui va être vraiment la trame pour l'apprentissage et la création d'une stratégie qui est unique à chaque profil en bourse, mais aussi dans tout ce qui est gestion de ses finances personnelles, stratégie pour investir, etc. Vous pouvez nous rejoindre. Vous avez évidemment aussi accès à mon portefeuille, les vidéos exclusives, mes fichiers, mes prix d'achat cibles, mes achats, mes ventes, etc. Et des appels individuels en option pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent travailler directement avec moi pour les profils aussi un petit peu plus avancés. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien depuis les débuts. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.